Dans la grande salle de l'Assemblée générale des Nations unies, les regards du monde entier étaient rivés sur un homme, Donald Trump. Son discours long de 57 minutes résonnait comme une mise en garde, une démonstration de puissance et de détermination. Mais au milieu des références habituelles au commerce mondial, à la Chine et à l'Iran, un passage inattendu surgit portant le nom d'un pays souvent oublié des grandes tribunes internationales, le Burkina Faso. Trump évoqua la complexité croissante des activités de groupes terroristes et de milices armées qui ravagent cette nation sahélienne. Il rappela avec gravité la mort tragique de 2 scientifiques américains venus pour la recherche mais emportés par les flammes d'un conflit qu'ils n'avaient pas choisi. Dans la salle, le silence se fit lourd, comme si l'ombre des déserts africains avait soudain traversé l'Atlantique pour se poser à New York. Derrière ces mots se profilait une question brûlante. L'Amérique allait-elle franchir un nouveau seuil en envoyant ses troupes combattre aux côtés de l'armée burkinabé? Et surtout, comment réagirait le capitaine Ibrahim Traoré, le jeune leader qui incarne aujourd'hui l'indépendance farouche et la dignité africaine? Lorsque Donald Trump prononça les mots « Burkina Faso », la scène diplomatique bascula dans une intensité nouvelle. Jamais auparavant, ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest n'avait occupé une telle place dans le discours d'un président américain devant l'ONU. Sa voix ferme et mesurée dénonçait les attaques incessantes des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui depuis des années saignent les villages, brûlent les récoltes et sèment la peur au cœur du Sahel. Avec une gravité calculée, Trump rappela la tragédie récente, 2 scientifiques américains, envoyés pour une mission de recherche environnementale au Burkina Faso, avaient perdu la vie lors d'un affrontement sanglant entre l'armée nationale et des milices djihadistes. Ce drame, dit-il, était plus qu'une perte humaine, c'était une insulte faite à la communauté scientifique et un défi lancé à la sécurité internationale. Puis, dans un ton à la fois solennel et menaçant, il annonça qu'il envisageait sérieusement l'envoi de forces spéciales américaines pour soutenir l'armée burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés pendant que leurs citoyens meurent et que la barbarie se propage, déclara-t-il, provoquant des murmures dans l'Assemblée. Mais derrière l'affirmation de solidarité se cachait une logique plus vaste perceptible par les diplomates aguerris. L'Amérique cherchait un nouveau point d'ancrage stratégique au Sahel, une région riche en or, en manganèse, et désormais convoitée pour ses récentes découvertes de diamants. La question brûlait les lèvres. Trump agissait-il par compassion et par devoir de protection, ou bien par calcul, en quête d'une nouvelle influence géopolitique sur une terre où la France, la Russie et la Chine rivalisent déjà d'ambition? Ce fut dans cette tension dramatique, sous les lustres imposants de l'ONU, que s'esquissa le duel symbolique entre la plus grande puissance militaire du monde et un jeune capitaine africain décidé à préserver la souveraineté de son peuple. Au cœur de l'Assemblée générale des Nations unies, la tension a atteint son apogée lorsque Donald Trump a prononcé les mots qui allaient résonner bien au-delà des murs de New York. Les États-Unis envisagent sérieusement d'apporter un soutien militaire au Burkina Faso pour éradiquer la menace terroriste. Cette déclaration ferme et solennelle semblait annoncer une nouvelle étape dans l'engagement américain en Afrique. Les caméras se sont tournées, les diplomates ont échangé des regards lourds de sens, l'annonce n'était pas anodine, car derrière ces mots se cachait une réalité douloureuse. 2 chercheurs américains présents au Burkina Faso pour des missions scientifiques avaient perdu la vie lors d'une attaque brutale perpétrée par des groupes armés terroristes. Leur mort a profondément marqué l'opinion publique américaine, offrant à Trump l'occasion de transformer une tragédie humaine en justification politique. Devant l'ONU, il a présenté ce drame comme la preuve que la lutte contre l'extrémisme au Sahel n'était plus une question régionale, mais un enjeu global qui concernait directement la sécurité des États-Unis et, par extension, celle du monde occidental. Dans la salle, les réactions ont été contrastées. Certains alliés occidentaux ont acquiescé, voyant dans cette annonce une opportunité de réaffirmer leur présence en Afrique.
D'autres, plus méfiants, ont perçu l'ombre classique d'une intervention intéressée, un prétexte humanitaire et sécuritaire pour avancer des pions géostratégiques dans une région où l'or et les diamants attisent déjà toutes les convoitises. Mais à Ouagadougou, la réponse ne s'est pas fait attendre. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a rejeté publiquement l'offre américaine avec une fermeté qui a surpris plus d'un observateur. Pour lui, l'histoire coloniale de l'Afrique reste une plaie encore ouverte et toute présence militaire occidentale cache derrière des discours de solidarité la volonté d'influence et de domination. Le Burkina Faso ne sera pas un terrain d'expérimentation pour les puissances étrangères, aurait-il déclaré, provoquant des applaudissements dans les rues de la capitale. Ce refus marquait un tournant. Traoré ne s'exprimait pas seulement en tant que chef d'État, mais comme porte-voix d'un continent décidé à s'émanciper de la tutelle occidentale. Ces paroles faisaient écho à un sentiment grandissant parmi les populations africaines, la conviction que les aides étrangères, souvent conditionnées, ne sont que des chaînes dorées. Dans les cafés de Ouagadougou, dans les marchés animés de Bobo-Dioulasso, les discussions tournaient toutes autour de ce défi lancé à Washington. Beaucoup y voyaient une affirmation de dignité nationale, une manière de rappeler que la souveraineté n'est pas négociable, même face à la première puissance mondiale. Les médias africains ont amplifié ce moment, le présentant comme une scène de résistance comparable aux grandes heures de lutte anticoloniale. À l'inverse, la presse occidentale oscillait entre scepticisme et inquiétude, redoutant que ce choix de Traoré n'ouvre la voie à une influence accrue d'autres acteurs mondiaux, notamment la Russie et la Chine. La fracture entre les perceptions illustrait parfaitement la profondeur de l'enjeu. Ce n'était plus seulement une affaire de terrorisme, mais une bataille pour le contrôle symbolique et stratégique du futur de l'Afrique. Le refus de l'aide américaine par Ibrahim Traoré n'a pas seulement provoqué des réactions diplomatiques, il a profondément marqué la société burkinabé. Dans les jours qui ont suivi, des milliers de citoyens sont descendus dans les rues de Ouagadougou brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Non à l'ingérence étrangère » ou encore « Notre destin nous appartient ». Cette effervescence populaire traduisait un élan de fierté nationale, rarement observé depuis les indépendances. Pour de nombreux Burkinabés, ce moment était plus qu'un simple désaccord politique. Il incarnait la possibilité d'une renaissance. Les familles endeuillées par des années de violences terroristes espéraient enfin qu'une unité nationale pourrait se forger autour d'un objectif commun: défendre le territoire sans dépendre des puissances extérieures. Ce discours de dignité, porté par Traoré, donnait aux victimes de la terreur une nouvelle raison de croire en l'avenir, même si les combats continuaient de faire rage dans le nord et l'est du pays. Sur le plan politique, le rejet de l'offre américaine a galvanisé le camp présidentiel. Les partisans de Traoré y voyaient la preuve que leur chef d'État incarnait une nouvelle génération de leaders africains capables de résister aux pressions internationales. Les débats au sein de l'Assemblée nationale burkinabé se sont enflammés. Fallait-il continuer à s'isoler des alliés traditionnels ou construire un modèle de coopération radicalement différent? Dans ce contexte, la voix de Traoré ne résonnait plus seulement à Ouagadougou. Elle devenait un écho puissant pour des millions d'Africains qui rêvaient d'indépendance réelle et d'une gouvernance libérée des tutelles extérieures. Cependant, cette affirmation de souveraineté n'était pas sans conséquences. Le rejet catégorique de l'aide occidentale a immédiatement tendu les relations diplomatiques du Burkina Faso avec plusieurs chancelleries européennes. À Paris, à Washington, mais aussi à Bruxelles, les réactions se sont multipliées. Certains responsables dénonçaient une fuite en avant dangereuse, d'autres prédisaient l'isolement d'un pays déjà fragilisé par l'insécurité. Dans les colonnes des journaux français, les éditorialistes mettaient en garde contre une dérive nationaliste qui risquait de couper le Burkina Faso des soutiens financiers indispensables. Mais sur le terrain africain, la perception était radicalement différente. Dans les universités de Dakar, d'Abidjan ou de Bamako, des étudiants citaient Traoré comme un exemple à suivre.
Pour eux, le courage de refuser la main tendue de Washington représentait une étape symbolique dans la lutte pour une Afrique réellement indépendante. Les réseaux sociaux se sont enflammés, transformant Traoré en icône d'une génération en quête de dignité et de justice. En interne, cette dynamique populaire renforçait le pouvoir de Traoré, mais elle posait également des défis immenses. Car si le peuple applaudissait la fermeté politique, la réalité quotidienne demeurait difficile. Attaques terroristes persistantes, infrastructures insuffisantes, chômage endémique. Le pari de Traoré était donc double: préserver la souveraineté, tout en prouvant qu'un Burkina Faso, sans soutien occidental, pouvait non seulement survivre, mais aussi se relever. Cette tension entre espoir et incertitude façonnait un climat politique intense. Plus qu'une décision ponctuelle, le refus de l'aide américaine devenait le symbole d'un choix de civilisation rester sous tutelle ou s'émanciper à tout prix. Aux États-Unis, la déclaration de Donald Trump concernant le Burkina Faso a suscité un débat houleux. Dans les cercles politiques de Washington, certains sénateurs républicains voyaient dans l'intervention proposée une occasion de réaffirmer le rôle de l'Amérique comme gendarme du monde, capable d'endiguer la menace terroriste là où elle surgit. Pour eux, l'assassinat des 2 chercheurs américains au Burkina Faso justifiait pleinement une présence militaire accrue dans la région. Ils présentaient cette initiative comme une mesure de protection des intérêts nationaux et une réponse à la douleur des familles endeuillées. Pourtant, d'autres voix plus critiques mettaient en garde contre les risques d'un nouvel enlisement. Les démocrates, mais aussi certains analystes indépendants, rappelaient le souvenir amer des interventions passées en Irak ou en Afghanistan. Le Sahel n'est pas l'Amérique, écrivaient certains éditorialistes du New York Times, soulignant que les réalités locales échappent souvent à la logique militaire occidentale. L'idée d'envoyer des troupes dans un pays où le gouvernement lui-même refuse cette aide semblait à leurs yeux vouée à l'échec et risquait d'alimenter davantage l'anti-américanisme sur le continent africain. Les familles des 2 scientifiques, quant à elles, exprimaient une douleur mêlée de colère. Elles réclamaient justice, mais sans unanimité sur la manière de l'obtenir. Certaines demandaient fermement une réponse militaire. D'autres plaidaient pour des solutions diplomatiques et une meilleure coopération scientifique internationale afin d'honorer la mémoire des disparus. Ainsi, au cœur même des États-Unis, la mort de 2 citoyens sur une terre lointaine a ravivé une question vieille de plusieurs décennies. Jusqu'où l'Amérique doit-elle aller pour défendre ses intérêts et à quel prix? Sur la scène internationale, la prise de position de Traoré a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En Europe, plusieurs gouvernements se sont montrés préoccupés par ce refus catégorique. À Paris, le Quai d'Orsay soulignait officiellement la nécessité de coopérer face au terrorisme, mais en coulisses, beaucoup redoutaient que l'influence française en Afrique de l'Ouest continue de s'éroder. Bruxelles, quant à elle, se montrait prudente, insistant sur la dimension humanitaire et appelant à un dialogue équilibré avec Ouagadougou. Du côté de Moscou et de Pékin, le discours de Traoré était perçu comme une ouverture stratégique. Les médias russes présentaient son refus comme un acte de résistance héroïque digne de l'héritage des luttes anticoloniales. En Chine, certains éditorialistes soulignaient que ce choix illustrait la volonté africaine de rechercher de nouveaux partenariats, notamment économiques et technologiques, au-delà du cercle occidental traditionnel. Ainsi, le Burkina Faso devenait soudain un symbole d'un monde multipolaire, en pleine recomposition. Dans plusieurs capitales africaines, l'écho fut encore plus fort. À Bamako, à Niamey, à Conakry, de nombreux leaders politiques et mouvements citoyens ont salué le courage de Traoré. Pour eux, ce n'était pas seulement une décision nationale, mais une proclamation pour toute l'Afrique, l'idée que le continent pouvait tracer son chemin même au prix d'un isolement temporaire. Les chaînes de télévision arabes, quant à elles, analysaient la situation à travers un autre prisme, celui de la méfiance envers l'hégémonie américaine et des parallèles avec le Moyen-Orient. Dans ce jeu d'échecs mondial, le Burkina Faso, petit pays enclavé, devenait soudain une pièce centrale, scrutée avec attention par les grandes puissances comme par les peuples en quête de dignité.
alors que le débat international semblait figé entre condamnations occidentales et applaudissements africains. Un événement inattendu est venu bouleverser l'équilibre fragile. Quelques semaines après le discours de Donald Trump et la réplique de Traoré, des rapports confidentiels divulgués par des médias d'investigation ont révélé l'existence de gisements aurifères et diamantifères d'une ampleur exceptionnelle sur le territoire burkinabé. Ces ressources restées jusque-là largement inexploitées plaçaient soudain le Burkina Faso au cœur des convoitises économiques mondiales. Cette révélation a transformé le refus de Traoré en un geste encore plus symbolique. Car désormais, il n'était plus seulement question de terrorisme ou de souveraineté politique, mais du contrôle des richesses naturelles. Aux yeux de nombreux Africains, la méfiance du président burkinabé apparaissait justifiée. L'aide militaire proposée par les États-Unis semblait de plus en plus liée à la volonté de sécuriser, voire de contrôler ses trésors du sous-sol. La presse internationale s'est emparée de l'affaire. À New York comme à Londres, les titres faisaient écho à ce nouveau Klondike africain, tandis que les rédactions africaines dénonçaient un appétit insatiable des puissances étrangères. Ce scandale, loin d'affaiblir Traoré, renforça au contraire son image, celle d'un dirigeant clairvoyant, capable d'anticiper les véritables motivations des grandes puissances. Face à cette tempête médiatique, Washington tenta de rectifier le tir. Des diplomates américains affirmèrent que l'aide militaire n'avait aucun lien avec les découvertes minières et qu'il s'agissait uniquement de lutter contre le terrorisme. Mais le mal était déjà fait. L'opinion publique en Afrique, comme ailleurs, voyait désormais une stratégie d'ingérence masquée sous des discours humanitaires. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré saisit cette opportunité pour renforcer sa légitimité. Dans une allocution télévisée retransmise sur tout le continent, il déclara « Le Burkina Faso n'est pas un champ de manœuvre pour les ambitions étrangères. Nos richesses appartiennent à notre peuple et à lui seul. » Ces mots résonnèrent comme un manifeste panafricaniste. Très vite, d'autres dirigeants africains exprimèrent leur soutien, dénonçant à demi-mot les mêmes pressions exercées sur leurs pays respectifs. L'affaire prit une dimension continentale. Au-delà du Burkina Faso, c'était toute l'Afrique de l'Ouest qui se dressait symboliquement face à la tentation néocoloniale. Pendant ce temps, sur le terrain, les combats contre les groupes armés se poursuivaient. Mais le narratif avait changé. Chaque affrontement n'était plus seulement une bataille militaire, c'était une lutte pour la souveraineté, une manière de dire au monde que l'Afrique refusait d'être réduite à un réservoir de ressources sous contrôle étranger. Le Burkina Faso n'était plus le même. Après la tempête des révélations, après les pressions et les menaces, une nouvelle énergie parcourait la nation. Dans les villages du Sahel, comme dans les rues de Ouagadougou, un sentiment inédit de dignité collective se levait. Les anciens racontaient à leurs petits-enfants qu'ils vivaient une époque où l'Afrique enfin reprenait son destin en main. Ibrahim Traoré devint bien plus qu'un chef d'État. Il s'érigea en symbole, en incarnation vivante d'un continent qui refuse de plier. Sa phrase résonne encore comme une promesse gravée dans la mémoire des peuples. Nous ne demandons pas la permission d'être libres. Nous nous sommes levés pour conquérir cette liberté. Aujourd'hui, le Burkina Faso avance sur un chemin semé d'épreuves, mais aussi d'espoir. Chaque école reconstruite, chaque champ reverdi, chaque famille protégée est une victoire contre le désespoir. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré a touché votre cœur, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour suivre le voyage d'une Afrique qui ne courbe plus l'échine. Que Dieu bénisse l'Afrique.